Je voudrais juste faire remarquer, avant de passer la parole à nos conférenciers, que les théories philosophiques se sont incroyablement renouvelées depuis une cinquantaine d'années. Hein, on a eu des grands scénarios platoniciens, prométhéens, etc. Bon, mais depuis une cinquantaine d'années, il se passe quand même quelque chose de particulier en philosophie, que la réflexion sur l'humain est relancée de manière assez spectaculaire par une nouvelle grande synthèse, je dirais, en sciences, qu'on peut appeler les neurosciences cognitives, hein, dans lesquelles à la fois les sciences de la cognition se sont imposées comme un paradigme assez fort depuis une cinquantaine d'années, je dirais, et ont opéré une greffe importante avec, disons, la neurobiologie, en particulier cérébrale, mais du coup avec l'univers darwinien, si je puis dire, de la biologie de l'évolution. C'est très important parce que ça relance, si vous voulez, de manière assez considérable tout ce qu'on peut imaginer sur le passé hominisant, en confiant ce passé à tout de même une hypothèse darwinienne forte, hein, d'une pression sélective importante, en particulier sexuelle, et la grande question c'est de savoir comment des êtres en compétition naturelle ou sélective les uns avec les autres ont pu produire une espèce comme la nôtre, très coopérative par exemple. Et ce sont de vrais mystères, si vous voulez. Comment est-ce que, voilà, quel type de coopération, d'altruisme ont pu germer, pour quelles raisons et à quel moment, etc. Donc les scénarios ont fleuri, si je puis dire, hein, depuis une cinquantaine d'années, il y en a un certain nombre qui, certains voient l'être humain ou l'espèce humaine comme une espèce ultra coopérative. D'autres voient l'être humain comme un grand singe machiavélien, dont la socialité est essentiellement une socialité faite de manipulation des alliés, des rivaux, etc. pour le pouvoir. D'autres, de manière encore plus fantasque, mais j'évoque tout à fait volontairement cette hypothèse, disent les singes régulent et pacifient leurs relations sociales par un acte très important qui s'appelle le grooming, l'épouillage. Passé une certaine taille du groupe des primates, on ne peut plus épouiller tout un chacun, on est trop nombreux, hein, on atteint facilement une taille de 150 hein, dans une tribu de limines. On ne peut plus épouiller tout le monde, et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour réguler les rapports sociaux, ne pouvant s'épouiller les uns les autres, on se parle les uns les autres. Et le langage naît comme une forme d'épouillage supérieur. J'évoque tout à fait volontairement cette théorie pour vous dire à la fois qu'elle a l'air totalement folle et fantasque, et qu'en même temps, elle est prise très au sérieux, ce qui peut paraître fou, mais elle est prise très au sérieux, c'est ce qu'un Robin Dunbar, hein, un anthropologue anglais, c'est assez dingue, mais on en est là. On imagine toutes sortes de théories parce qu'il faut bien comprendre ce qui a pu se passer. Donc comment ces théories un peu folles et passionnantes hein, peuvent correspondre à ce que nous apprennent les archéologues? Ça, c'est la vraie question qui est posée par ce colloque, c'est la question qu'on a discutée pendant 2 jours, et c'est vrai que c'est une vraie épreuve pour nous, philosophes, hein, un peu spéculatifs, une vraie épreuve d'humilité. Je vais simplement rappeler que ce matin, on a visité 2 très beaux sites, c'était Font-de-Gaume et Combarel, hein, que vous connaissez tous par cœur, si je puis dire. Et mon sentiment, par exemple, personnellement de philosophe, c'était qu'on arrive devant des manifestations d'une pensée, alors comment la qualifier, je ne sais pas, mais ce qu'on a vu ce matin était tellement incroyable que le premier réflexe, en ce qui me concerne, c'est de dire, bon, on ne sait pas grand-chose. Et on va suspendre toute forme de théorie trop hasardeuse, parce que là, vraiment, il se passe quelque chose d'incroyable, manifestement. Et je dirais que l'archéologie et la paléontologie sont pour nous une épreuve d'humilité, parce qu'il faut ne pas trop en dire, mettre nos théories à l'épreuve de faits extrêmement lacunaires, on ne sait pas grand-chose, et pour nous, cette rencontre avec les paléanthropologues et l'archéologue a été une épreuve d'humilité, en permanence, hein, dans ce qui concerne les définitions d'humain, parce que ces définitions ne cessent de bouger, vous savez très bien hein, que le grand parcours de l'humanisation, c'est un parcours à la fois très buissonnant, comme vous savez, et puis c'est un parcours où l'humain s'attend. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on peut appeler le complexe du randonneur. Vous savez, vous partez, le randonneur part comme ça le dimanche matin, et puis il va atteindre le col, et puis ah non, c'est toujours pas ça. Non. Ah, c'est là, il arrive, ah non, c'est toujours pas ça. Puis voilà. L'humain, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Toumaï, ou Aurorine, ou Ardipithecus, les grands ancêtres à moins 7, moins 6, moins 5 millions, ce sont de grands ancêtres, mais bon, c'est bien la station de droite, mais au fond, c'est pas vraiment encore l'humain, c'est la grande famille humaine, peut-être. Ensuite, les australopithèques, bon, ça se confirme un peu, mais deuxième grande étape, alors, on a appris récemment qu'ils avaient tout de même des formes assez rudimentaires d'outils, avant Homo habilis.
Homo habilis, enfin on le tient, il a un gros cerveau, en effet il taille des outils et puis il se tient relativement droit, sauf qu'à côté il y a des grands paranthropes, une espèce de cousins qui quand même font concurrence, sauf que l'outil c'était déjà là chez les australopithèques, donc il faut relancer la machine. Homo erectus, on se dit enfin on le tient, alors ça buissonne à mort, enfin ça buissonne quand même encore beaucoup, et puis c'est très long, c'est quand même un bon 1,5 million d'années où il se passe finalement, il se passe beaucoup plus de choses qu'auparavant, mais quand même ça reste très long, donc on se dit, bah, on croyait tenir l'humain, puis en fait l'humain on sait que ça ne vient qu'à la fin, vers Homo sapiens, c'est une succession de, on y est presque, donc c'est quoi l'humain dans ces 5 étapes, à quel moment vraiment on peut dire qu'on tient l'homme moderne, intellectuellement moderne. Donc c'est compliqué pour nous philosophes, là où on voulait un critère, on voulait une définition, et en fait, on attend, on relance à chaque fois la machine théorique. Donc voilà le sentiment que, en tout cas moi, personnellement, comme philosophe, j'ai, c'est que voilà, l'archéologie ne cesse de dire, voilà, n'allez pas trop vite, cette histoire ancienne est plus compliquée qu'on le pense. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire s'engouffrer dans un scepticisme béat, hein, au contraire, il faut essayer d'imaginer quand même, mais bon, avec modestie. Voilà, je passe la parole à Thomas, qui va présenter, Thomas Pradeux, donc un des co-organisateurs, hein, qui va présenter nos conférenciers. Donc ma tâche va être effectivement de présenter nos conférenciers. On a eu en fait une conférence qui était en anglais. Aujourd'hui, nous avons des orateurs qui vont parler uniquement en français, ce qui est beaucoup plus pratique pour nous tous et nous toutes. Et par ailleurs, on avait à peu près une moitié de spécialistes, en gros de préhistoire, paléanthropologie, etc. d'un côté, et puis de l'autre côté de philosophes. Ce soir, vous allez voir, nous avons plusieurs philosophes. Les philosophes sont surreprésentés, peut-être parce que ou même plutôt 3 ou 4 des co-organisateurs en fait sont des philosophes, mais vous allez voir que les philosophes qu'on va entendre ont des domaines de spécialité au sein de la philosophie qui les singularisent. Le premier orateur, en tout cas, tout au bout, se trouve Jacques Pellegrin, qui est préhistorien et qui est à l'université de Nanterre et au CNRS, dans l'équipe MAE. Ensuite Bruno Morey, mais ça, ce n'est pas un orateur, c'est un organisateur. Ensuite Philippe Brosseau, qui est un spécialiste de philosophie et de phénoménologie, et notamment qui a beaucoup travaillé sur l'art pariétal, dont on va entendre parler dans quelques instants. Ensuite Daniel Andler. Daniel Andler est professeur de philosophie des sciences à la Sorbonne. Ensuite Claudine Cohen, qui est une spécialiste d'histoire des sciences et notamment d'histoire de la préhistoire, et qui est à l'EHESS et à l'EPHE. Et enfin, Tim Lawrence, qui a un nom qui sonne plutôt britannique, et effectivement c'est parce qu'il est britannique, mais vous allez voir, il parle parfaitement français, à l'université de Cambridge, c'est un professeur de philosophie des sciences. Voilà pour les présentations. Oui, bonsoir à tous. Alors on m'a demandé de commencer pour faire un petit bilan de là où on est sur les traces directes, sur la préhistoire, la manifestation de l'œuvre, et notamment au niveau des outillages. En fait, au début de la préhistoire et pendant très longtemps, jusqu'au paléolithique supérieur, on n'a pratiquement que, comme trace directe, que les outils taillés. Mais pour ça, on va pas en parler, on ne va surtout pas faire une revue de typologie, ni même de technologie. Je vais juste souligner là, un petit bilan sur les éléments marquants qui peuvent nous donner une petite ouverture sur ce phénomène de l'hominisation, ou plutôt, comme j'aime bien le dire, mais je crois que c'est Pascal Pic qui l'avait dit le premier, l'humanisation, hein, c'est-à-dire l'apparition de ces caractères particuliers qui marquent l'espèce humaine. Pas tellement le fait qu'on ressemble plus tout à fait à des chimpanzés, mais en fait, bon, le langage, l'intelligence, etc. Donc je commence, alors bon, petit bilan, vous savez qu'il y a quelques années, on a bien reculé l'âge des plus anciennes pierres taillées, puisqu'il y a Lomekwi, là j'ai pas d'image là-dessus, et à Lomekwi dans le nord du Kenya, Sonia Armand, sur les traces d'Hélène Roche, a trouvé un site dans lequel il y a des outils taillés par, il y a des éclats, pardon, il y a des éclats d'évité et inclus par fracture conchoïdale. Et ça nous met déjà important, cette fracture conchoïdale, parce que, alors là je vais faire réapparaître mes images si c'est possible. Voilà. Cette fracture conchoïdale, c'est pas la même chose que la fracture en split
qui est l'analogue de ce que font les chimpanzés quand ils écrasent une noix, hein, ce qui a pu égarer pas mal d'anthropologues qui assimilaient la taille des premiers outils au cassage des noix. Donc ça, c'est la fracture musclée. La nature peut également déterminer ça quand elle chute d'une falaise, par exemple, ou est cassée dans un torrent. Mais là, on compte en fracture conchoïdale, la fameuse fracture conchoïdale. Vous voyez que le dessous de l'éclat, sa phase d'éclatement, ressemble à une coquille de Saint-Jacques. C'est pour ça que ça s'appelle conchoïdale, conché en grec. Et cette fracture conchoïdale, elle est beaucoup plus exigeante. Elle exige une précision du point d'impact, hein, le bout de la flèche, là en haut, au milieu, qui va frapper un peu en profondeur du bord du plan de frappe. Si on frappe sur le bord, par exemple, on écrase le bord, ça ne marche pas. Si on frappe trop à l'intérieur, ça ne marche pas non plus, il n'y a pas assez de force pour détacher quoi que ce soit. Et elle nécessite également un ajustement de l'obliquité du coup, elle est beaucoup plus exigeante. Et là, bon, inversement, elle donne des bords beaucoup plus propres, comme sur cet exemple. Donc ça, c'est la fracture conchoïdale. Et donc maintenant, on en a un exemple. Avant, on avait 2,7 millions à Cadagona, Cadar, près de la vallée de l'Homo. Et maintenant, c'est 3,3 millions. Voilà. Et c'est important parce que j'insiste, cette fracture conchoïdale, elle est déjà, dès le départ, elle est hors de portée du chimpanzé. Hein. C'est pas un singe un peu plus habile que les autres qui a fait c'est quelque chose de plus. Même si pour l'instant c'est un peu difficile de mesurer exactement quoi. Il y a une appréciation de règles, une intégration de l'expérience dont le chimpanzé Kanzi, après 15 années d'exercice, ne semble pas être capable de bénéficier. Voilà. L'étape suivante, c'est voilà un exemple de Gona avec Cadagona avec ses limitages. L'étape suivante, c'est le Galilée qu'on peut mentionner avec des débitages jusqu'à plusieurs dizaines d'éclats. Donc là, il y a une autre notion qui apparaît, c'est la capacité à systématiser des enchaînements, à systématiser une méthode de taille. C'est plus seulement la fracture conchoïdale, le parcours, mais bon. Et en plus de ça, le Galilée, le travail est très propre. Il n'y a pas de martelage. C'est une lave qui marque bien les coups, hein, ça fait une espèce d'étoilure plus claire. Là où on a frappé sans détacher d'éclat, eh ben, il n'y a pas de martelage à l'Ocalélei. Le type qui a réalisé ça, il mérite le nom de type. C'était déjà plus un Pitec. En plus de ça, il y a de la retouche à l'Ocalélei. Bon, il a été capable de mener des débitages, et justement sans marteler, avec des coups précis, ajustés les uns après les autres. Et en plus de ça, ça c'est un résumé de la méthode, à l'Ocalélei, il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est que sur un des nucléus, peut-être aussi un autre, mais il y en a un qui est bien documenté, c'est celui-là, il y a une correction préventive du plan de frappe. C'est-à-dire qu'à un endroit du bloc, en arrivant à cet endroit-là, le plan de frappe n'était plus convenable, et avant d'essayer et de se planter, d'échouer, l'individu a retourné le bloc et a enlevé un éclat dans une autre direction pour enlever une aspérité sur le plan de frappe, ce qui lui a permis de continuer ensuite. Donc il y a un certain degré de conscience technique qui est tout à fait remarquable. Donc on est à 2,3 millions d'années. Dans la période où on a extrêmement peu de fossiles humains, mais a priori on l'attribue à Homo habilis. C'est pas vrai. Ensuite, là, sur ces documents qu'on doit à Pierre-Jean Texier, à Coquille-Selay, il y a 1,7 million, 1,8 million, on a un débitage beaucoup plus souple, avec des changements de plan de frappe et des changements de surface de débitage sur un même bloc. Donc l'individu n'est plus tenu dans une même méthode systématique qui tient de bout en bout, mais il est capable, en quelque sorte, de renverser à son avantage le volume, de changer de plan de frappe, changer de volume de débitage pour conduire en fait des débitages longs, vraiment productifs, de nombreux éclats. Ça, c'est une image des tout premiers bifaces qu'on recule maintenant à 1,8 million. Alors à 1,8 million, on doit reconnaître que c'est sommaire, puisqu'effectivement, on a juste la forme de la pièce façonnée avec dégagement d'une pointe et au moins d'un bord crénelé, d'un bord plus ou moins tranchant. Mais dès les 1 million d'années en Afrique,
sans doute plus tard en Europe, mais ces périodes en Europe sont extrêmement difficiles à dater. On a désormais des bifaces qui sont bien symétriques, en vue de face et de profil, de la même façon qu'on a des H-row. Alors H-row, c'est à droite sur la vue, les bifaces à gauche. Et notamment à Icenia, il y a une série de plusieurs centaines de biphases qui permettent de faire une morphométrie fine et de montrer que leur forme est clairement stabilisée sur un type de silhouette, une silhouette amygdaloïde allongée, on fait des mots un peu savants. Alors certains sont plus petits que d'autres, comme on voit, mais en fait ils sont homothétiques, il y a un respect des proportions. Donc là, la notion et en plus ils sont complètement façonnés. Donc il y a d'évidence la notion d'une image mentale. On imaginait que le tailleur se baladait avec une série de modèles d'ébauche très forts. Il est clair que ces pièces sont faites avec une image mentale de l'objectif et que, d'une certaine manière, les modalités sont subordonnées aux intentions. Donc ce n'est pas des enchaînements stéréotypés de gestes, ce n'est pas 3 coups d'un côté, 3 coups de l'autre, et puis voilà, le biface est fait, ou même 30 coups. C'est une sorte c'est une réduction, mais avec une construction vers un objectif qui est effectivement déterminé. Et là, on peut parler donc d'une capacité de conceptualisation. J'ai bientôt fini, encore 2 minutes. On peut parler d'une véritable faculté de conceptualisation au sens tout à fait classique de ce que les psychologues considèrent comme un concept. Le concept, c'est la capacité d'évoquer mentalement une image mentale d'un objet qui n'existe pas à nos sens. Donc, je vous demande d'imaginer un vélo. Tout le monde peut dessiner un vélo. Il n'y a pas de vélo dans la salle. Pourtant, on peut même décrire comment on monte sur un vélo, qu'est-ce qu'on va faire pour activer le vélo, qu'est-ce qu'on bouge pour tourner, etc. Cette image mentale est même opérative. C'est ça qu'on appelle un concept. Ça s'oppose à la reconnaissance perceptuelle. La reconnaissance perceptuelle, c'est je reconnais un verre, voilà, un verre de cantine, semble-t-il, mais il est présent à nos sens. Alors l'animal est évidemment capable de reconnaissance perceptuelle. Un chien reconnaît sa laisse, les godasses de son maître, il reconnaît un biffet, il reconnaît sa gamelle, ça il n'y a pas de doute, mais est-il capable d'imaginer sa gamelle et d'en faire quelque chose? Est-il capable d'imaginer un objet, d'imaginer des opérations techniques sur un objet en l'absence de cet objet, c'est-à-dire sans stimulation perceptuelle? Là, la question est ouverte et en tout cas, il ne nous en donne pas d'évidence. Voilà d'autres exemples de ces biphases de régularité. Ici, avec le coup de tranchet transversal, qui est délicat à réaliser et qui existe finalement dans beaucoup de traditions de la fabrication de faces. Je continue, ça c'est le travail de Mathieu Leroyer sur les schémas opératoires. Ça c'était pour montrer qu'il y a en fait différentes façons d'arriver à cette forme et ça renforce l'idée que ça n'est pas un travail stéréotypé, mais bien des différentes actions qui sont souplement adaptées, ad hoc, dans le cas présent, pour arriver à l'objectif. Donc une grande souplesse, et c'est ce qui nous caractérise quand nous réalisons quelque chose, nous avons la capacité d'adapter notre conduite et pas seulement de répéter toujours de la même façon, comme le fait un animal de cirque, d'accord ? Nous n'effectuons pas des tâches complexes en plusieurs étapes comme un animal de cirque, avec en plus de ça une stimulation alimentaire comme on pense, mais nous sommes capables d'adapter souplement avec différents outils, on pourrait dire, différentes séquences, afin d'arriver à un objectif défini. Voilà, donc une capacité de conceptualisation qui, à mon avis, renvoie à une capacité de dénomination. À partir de là, je ne vois pas ce qui s'opposerait au fait que le biface est un nom, en quelque sorte. Bon, on peut passer sur le débitage de Valois là très vite pour en rappeler la chaîne opératoire. Il y a encore un degré de complication de plus que le biface, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes qui demandent l'élaboration d'une forme particulière, et là aussi une grande souplesse dans la réalisation effective. Et là, il y a évidence qu'il y a réellement une capacité de raisonnement propositionnel. Si je fais ci, ça va devenir ça. Si je fais ça, ça va devenir ça. Et également, devant la difficulté de réalisation de ces pièces, on
réalise qu'on est face à un problème dialectique. Il y a à la fois le souhaitable pour arriver à l'objectif, et puis le techniquement possible. Parce qu'en fin de compte, la taille présente pas mal de contraintes. Et donc, en fait, souvent, vous verrez éventuellement un expérimentateur moderne qui peut, même s'il travaille vite, s'il est très entraîné, il a des moments de micro-ralentissement où, en fait, il est devant deux possibilités. Borg disait, là, il y a deux choses à faire, il faut choisir la meilleure. Bon. Quelque chose comme ça, en fait. Et ça, c'est un moment très intéressant, parce que ce qui fait hésiter, c'est justement que c'est pas monoparamétré. Un gros et un petit beefsteak, c'est monoparamétré. Le chien va sauter sur le plus gros. On est d'accord. Ça, c'est facile. Mais quand on doit choisir à la fois entre du souhaitable et du possible, étant donné que le plus souhaitable n'est pas toujours possible, en tout cas pas maintenant, et que le plus possible n'est pas toujours le plus souhaitable, là, il y a réellement des décisions à prendre. Donc, probablement là derrière, une capacité de raisonnement propositionnel. Et pour finir aussi, dernier paragraphe, une capacité à ordonner des images mentales. Parce qu'à ce niveau-là, l'individu doit être capable d'évaluer là où il en est, ce qu'il a en main, et de comparer cette image pondérée, analysée, avec l'image de l'objectif, et puis d'imaginer selon les différentes suites possibles, selon les différentes actions qu'il pourrait faire, comment la pièce pourrait devenir. Donc d'imaginer un état intermédiaire, de sélectionner un état intermédiaire satisfaisant pour se rapprocher de l'objectif final. Autrement dit, il doit y avoir une capacité à évoquer, j'imagine un peu comme sur les logiciels, là où il y a plusieurs calques, d'accord ? Imaginez de connoter plusieurs calques sans se mélanger les pinceaux dedans. Ça, c'est pas du tout évident que les humains en soient capables, certainement pas. Et c'est un trait qui ouvre en fait, qui correspond en fait au caractère de temporalité du langage, qui est en fait un caractère majeur qui fait la différence avec les signaux, codes de signalisation des animaux. Les animaux peuvent avoir des codes de signalisation assez compliqués, comme ces singes qui signalent différents types de prédateurs, etc. C'est toujours du signal de l'immédiat. Ce sont des signaux qui signifient un état émotionnel immédiat. J'ai peur, je suis agressif, etc. Bon, différents niveaux de cri. Différents niveaux de signalement de danger, c'est du signal, mais c'est jamais sur le futur ou sur le passé. Donc cette capacité que nous avons à élaborer un discours et à connoter les images mentales, à connoter les mots, des concepts dans le temps. Hier j'ai fait ça, demain nous ferons ça, demain nous pourrions faire ça, je ne suis pas sûr, j'attends une réponse, etc. Ça, cette dimension de temporalité est absolument capitale pour arriver à un langage. Bon, et donc on aurait, je termine, c'est ma dernière phrase, Monsieur le Président, on aurait donc cette capacité conceptuelle dès l'époque des Erectus évoluée par rapport aux images mentales, et de façon à peu près assurée une capacité de temporalisation pendant le paléolithique moyen, et donc néandertal inclus. Je vous remercie de votre attention. C'est juste introductif, c'est pour ouvrir Alors, je disais que c'est un grand plaisir d'entendre Jacques Pellegrin parler des cultures matérielles de la préhistoire. Bien sûr, parce que nous savons que le plus abondant de ce que nous possédons sur cette immensité des temps préhistoriques qu'il a évoqués, ce sont bien sûr des ossements, mais ce sont surtout, et en très grande abondance, des outils ou des fragments d'outils, de pierres taillées et puis de quelques autres matériaux, d'ailleurs plus récents. Et ce qui est passionnant, je trouve, dans cette approche, c'est qu'elle ne se borne pas à décrire, à classer les outils, comme le faisaient les préhistoriens du XIXe siècle, mais aussi à essayer de pénétrer la pensée, hein, comme il l'a très bien montré, de pénétrer les modes de faire à travers l'expérimentation et les modes de réflexion à travers toute cette enquête sur la cognition des hommes préhistoriques. Et je trouve que cette approche renouvelle énormément la vision traditionnelle de la préhistoire. Et il me semble que, bien sûr, on peut parler des cultures préhistoriques, aujourd'hui peut-être en un sens un peu plus large que celui qui était utilisé
utilisés habituellement, à savoir d'écrire des outils et donc leur propriété propre, mais peut-être plus largement de comprendre les sociétés de la préhistoire. Et je pense que c'est peut-être un défi immense et très difficile, mais il me semble que les sciences de la préhistoire aujourd'hui, comme je les côtoie et j'essaye de les comprendre, essayent de s'ouvrir justement à une approche des sociétés. Alors c'est évidemment très difficile, étant donné le caractère très limité du matériel dont disposent les préhistoriens et les paléontologues, mais il me semble qu'on peut poser des grandes questions et on peut essayer de trouver quelques angles d'attaque pour y répondre et pour ouvrir justement cette approche. Alors qu'est-ce qui fait société? On dit que l'homme est un animal social, hein, c'est un animal d'un côté, mais c'est aussi un animal qui vit en société, et ce qui fait société, c'est le fait de posséder des structures sociales. On sait que ces hommes de la préhistoire étaient essentiellement des chasseurs-cueilleurs, hein, plus ou moins chasseurs, plus ou moins cueilleurs, en fonction des époques. Il y a eu aussi certainement du charognage qui a participé à la subsistance de ces groupes. Mais donc il y a ces modes de vie matériels, mais il y a aussi tout un ensemble de règles ou de normes qui ont dû exister dans ces groupes très anciens. Et certainement depuis très très longtemps. Je pense qu'on aurait tort de penser que les hommes de la préhistoire sont régis par la nature, par l'instinct. Et d'ailleurs, cette sophistication du travail, par exemple dans la taille de l'outil et d'autres choses, nous montre que c'était des gens qui avaient des modes de pensée et de vie complexes et régulés. Donc les règles fondamentales de la vie, évidemment, ce sont les règles qui touchent à la transmission, à la tradition, puisqu'il n'y a pas de société sans une certaine permanence, une certaine transmission des savoirs, des mœurs, des acquis. C'est aussi tout ce qui touche à l'organisation du groupe, et au fait de contenir la violence, par exemple, mais c'est aussi ce qui touche aux règles et aux interdits qui tiennent aux relations entre les hommes et les femmes et qui constituent en quelque sorte les groupes dans leur structure. Et moi j'ai l'habitude de parler beaucoup des femmes, on parle de l'humain en général, et je remercie les organisateurs d'avoir utilisé ce mot plutôt que l'homme, hein, définition de l'humain. Et il me semble qu'un des angles d'attaque intéressants pour parler des sociétés de la préhistoire, c'est précisément d'ouvrir cette question des rapports entre les hommes et les femmes et la place même des femmes dans ces sociétés. Et je pense que quand on accepte de poser ce genre de questions, eh bien, on ouvre toutes sortes d'interrogations très, très, très intéressantes. Et même si on veut parler des choses les plus élémentaires, la question de la reproduction. La reproduction dans les sociétés humaines n'est pas le simple fait animal de se reproduire, mais la reproduction est gérée, régie par un certain nombre de règles. Les règles de la parenté, les ethnologues nous apprennent que toute société humaine est régie par des règles de parenté, et certainement ces règles existent depuis très 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 longtemps. Probablement parce que dans l'humanité, depuis peut-être ses plus lointaines origines, eh bien, la sexualité n'est pas simplement déterminée par des périodes de rut, hein, par des périodes limitées dévouées à la sexualité, mais elle est possible de façon permanente. Et cette permanence de la sexualité est certainement un trait humain très important et très ancien. On l'a fait remonter peut-être à la Wikipédie, qui cache la tuméfaction de la vue, qui cache les odeurs qui généralement attirent le partenaire chez les primates. Et là, la sexualité donc, est régie par d'autres types de désirs, par d'autres types de comportements, et elle est possible de façon permanente. Et je crois que ce trait-là est sans doute un trait fondamental des sociétés humaines. En effet, la permanence de la sexualité implique la permanence des rapports entre les hommes et les femmes, implique
quelque chose qui est propre à l'humain, c'est-à-dire la famille élargie. Le fait que c'est pas seulement le couple provisoire, mais c'est le père, la mère, les enfants, la fratrie, les grands-parents, etc. Et on peut imaginer que les groupes sociaux humains, depuis très longtemps, sont des familles élargies. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne le rapport à l'enfant. Bon, vous savez que l'enfant humain, sans doute aussi du fait de la grosseur du cerveau, alors ça c'est régi évidemment par des paramètres physiologiques et anatomiques, mais ça devient des paramètres sociaux. Hein. L'enfant a un gros, naît avec le crâne pas encore complètement solidifié, justement parce que c'est la seule façon pour un crâne déjà assez gros de sortir de façon assez aisée, encore qu'on sait que l'accouchement est difficile chez les femmes dans la famille, enfin au moins dans le genre homo. Et donc le fait que l'enfant soit né inachevé implique tout un tas d'exigences quant aux soins qu'on lui apporte, quant à l'éducation qu'on lui apporte, et quant au fait que le groupe... il faut changer. Le fait que le groupe doit prendre en charge cet enfant, non seulement pour la nourriture, et c'est le rapport entre la mère et l'enfant qui est un rapport extrêmement proche et long, hein, de longue durée, hein, qui implique donc toute cette transmission non seulement de l'aliment, mais aussi la transmission des coutumes, des savoirs, etc. Et puis le rapport au groupe qui aussi s'occupe de l'enfant et qui l'intègre dans cette sociabilité. Donc je pense que cette question de sexualité, de reproduction, doit être pensée aussi comme quelque chose qui a trait au social, qui a trait à la structure même des groupes humains. Un autre angle de réflexion qui touche aussi à cette question de la différence des sexes est évidemment un autre facteur fondamental des sociétés humaines, à savoir la division du travail. Comment était gérée la division du travail dans les sociétés préhistoriques? Évidemment, c'est très difficile d'arriver à le savoir. Alors il y a des éléments d'ethno-archéologie ou d'ethnographie qui nous apprennent que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, très souvent les femmes sont des cueilleuses, les hommes chassent, mais les femmes peuvent aussi participer à la chasse. Et d'autre part que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la grande chasse n'apporte pas la plus grande partie de la nourriture. Les femmes, par la cueillette, par le ramassage des œufs ou d'autres aliments, participent pour une très grande part à la survie alimentaire du groupe. Donc il y a toute une réflexion à mener, je me suis attachée à mener, c'est un temps ici de développer, sur cette question de la division du travail, de la place des femmes, de leur rôle, en particulier de leur rôle dans les techniques. Alors, on ne sait pas, l'expérimentation dont parlait Jacques, c'est une expérimentation qui peut aussi être menée par les femmes, et on sait que les femmes arrivent aussi à tailler très bien les outils, donc il y a aussi cette possibilité pour les femmes d'avoir participé à ces technologies. Les technologies aussi des fibres, hein, si elles sont proches si elles sont proches des plantes, si elles sont cueilleuses, elles sont aussi celles qui savent utiliser les fibres, soit pour la couture, pour le tissage, pour la fabrication de cordes, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses que les femmes peuvent faire. Il y a aussi des choses probablement qu'elles ne pouvaient pas faire. Testard disait que dans la plupart des sociétés humaines, il y a des tabous liés au sang et le fait que les femmes, généralement, ne mettent pas à mort. Les femmes ne tuent pas, en particulier les animaux dans la chasse. Donc il y a tout un répertoire d'activités sur lesquelles on peut essayer de réfléchir pour penser la division du travail, la division des tâches, en particulier entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a évidemment dans la réflexion sur les sociétés préhistoriques, sur les sociétés humaines, et en particulier les sociétés préhistoriques, il y a la question des représentations.
la question évidemment de ce qu'on peut appeler les symboles, la question du religieux, et là aussi il y a tout un ensemble de possibilités de réflexion, en particulier, et je crois que on va en entendre parler tout à l'heure, en particulier sur les représentations artistiques et la manière dont elles peuvent refléter un certain nombre de cadres mentaux, un certain nombre de règles sociales, un certain nombre de représentations sociales, et aussi, je crois, certaines relations entre les hommes et les femmes. Voilà. On passe la parole à Philippe Rousseau, justement, qui va vous parler de ce dernier poète. Merci, bonsoir à chacune. Oui, moi je me suis intéressé aux définitions de l'humain, d'abord en partant, parce que l'humain, il a fallu les éliminer, comme vous le savez, est évidemment très très large, très ambitieuse, donc je me suis intéressé vraiment à l'humain anatomiquement moderne, c'est-à-dire à ce qui se passe singulièrement lorsque Sapiens émerge, et à peu près on a des dates à peu près fiables, aussi bien en Asie qu'en ce continent européen, disons que c'est autour de 40 000 ans qu'il émerge en côtoyant tantôt Néandertal, tantôt l'homme de Denisova. Mais la chose qui est tout à fait troublante, c'est que quand il apparaît, Sapiens autour de 40 000 ans, sa production artistique, qu'il n'invente pas, évidemment il y a de l'art bien avant lui, les définitions de l'art peuvent varier, mais si l'art est la production d'un objet symbolique, alors Cahier des Pierres en est, nous n'avons qu'une raison de contester cela. En revanche, la production de Sapiens est très singulière, puisque avec lui, semble-t-il, apparaît l'art figuratif. Et donc ma question de philosophe était d'abord de m'interroger à ce propos, d'interroger la singularité de cette manifestation qui peut-être crée, c'est une hypothèse que je soutiendrai volontiers quant à moi, en tout cas, une véritable rupture. Et une fois cela constaté, il me semblait important de se demander qu'est-ce qui est majoritairement essentiel dans ce type de figuration. Or, on peut tout à fait faire varier les interprétations. Depuis la reconnaissance de l'art pariétal, comme vous le savez, à partir de 1902, les interprétations ont été très riches, très fournies, très diversifiées, mais il me semble que fondamentalement elles tournent toutes autour d'un même postulat qui est à la fois tout à fait juste et tout à la fois, je dirais, tout à la fois bloquant. Alors pourquoi juste et bloquant? Parce que toutes les interprétations qu'on a depuis 1902, presque jusqu'à nos jours, d'ailleurs, récemment encore, Lynn Cohen faisait référence à Alain Pistard, il a fait paraître en 2016, je crois, un dernier ouvrage où il interprétait aussi l'art pariétal. Donc toutes les interprétations sont toutes d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une production symbolique, tout à fait essentielle. Vraiment, une fois ceci dit, toutes ces mêmes interprétations achoppent sur finalement cette question décisive et cruciale pour laquelle nous n'avons pas de réponse et peut-être aucune réponse tranchée jamais. En gros, pour faire simple, de quoi le symbole est-il le symbole? Vous voyez que si on pose la question comme ça, on voit tantôt on répond bah, c'est un art totémique. Salomon Reynard, depuis 1903, disait cela. Ah non, pas du tout, c'est pas un art totémique, c'est un art qui renvoie à une cosmologie sexuée, roi courant. Ah non, pas du tout, c'est un art chamanique, Jean-Claude. De nouveau, Alain Testard réintroduit l'art totémique. Très récemment, Emmanuel Guy fait paraître un ouvrage il y a 2 ans ou 1 an, je crois, et il interprète ça finalement comme un art de type héraldique. Donc finalement, autant d'interprétations possibles, sachant que si l'une est vraie, l'autre n'est quand même pas. Et c'est tout à fait embêtant. Alors, toutes sont d'accord, et comment ne pas l'être avec l'idée qu'il s'agit d'une production symbolique structurante. Mais je crois qu'une fois qu'on a dit ça, bien après, on ne peut plus dire grand-chose de très assuré, sauf construire des hypothèses plus ou moins pertinentes et qui généreront des conflits, des contradictions. Donc l'idée qui m'a semblé pertinente, c'est de changer de paradigme en quelque sorte, non pas pour dire qu'il ne s'agit pas d'un art symbolique, ce serait quand même un petit peu fort de café, si vous permettez l'expression, évidemment que non, mais pour partir d'une analyse un peu plus descriptive, disons, et donc me demander ce qui apparaît. Et ce qui apparaît dans l'art pariétal politique supérieur, de l'Aurignacien jusqu'à la fin du Magdalénien, c'est vraiment une dominante
qui saute aux yeux de chacun, que tout le monde connaît et qui ne cesse pourtant, qui n'est peut-être pas assez interrogé sur le fond. C'est la dominante de la représentation d'un art animaliste ou animalier et à tendance très fortement naturaliste. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de code de représentation, il y en a, et ça a été bien montré par plusieurs préhistoriens, c'est tout à fait indéniable, mais c'est un art naturaliste au sens où il y a un art du souci, du détail animal qui est tout à fait frappant. Et vous voyez, cette question-là, elle est très importante parce que si par exemple nous n'étions pas capables de penser l'art à partir de la préhistoire, et ça je crois que les autres doivent vraiment commencer à prendre au sérieux la préhistoire dans leur propre réflexion, pour eux-mêmes dirais-je, donc vraiment honorable d'abord pour eux. Si nous posions la question en historien d'art, nous aurions tendance à dire que l'animal dans l'histoire de l'art, dans une période qu'on appelle historique, est un objet de figuration parmi d'autres, mais pas un objet dominant. Seulement si nous posons le problème à partir du paléolithique supérieur, nous apercevons que pendant 28 000 ans, c'est l'objet, 28 000 ans quand même, hein, pas 1 000 ans, 500, mais 28 000, c'est un objet dominant, qui n'est pas du tout unique, il y a beaucoup plus de signes, comme on sait, que d'éléments figuratifs, mais dans la figuration, c'est un élément absolument dominant, récurrent, et donc absolument majeur. Or, il me semble que si on étudie de près ces types de représentations, en gros, ce qu'on peut mettre en évidence, ce que je crois pouvoir penser qu'on peut mettre en évidence du moins, en tout cas c'est l'hypothèse que je soumets très, très volontiers, c'est quelque chose que j'appellerais volontiers une anthropologie négative. Et alors, pourquoi je dis cela? Si je m'attarde aux figurations proprement, enfin aux éléments proprement figuratifs, l'animal est très dominant. Chacun d'entre nous ici savons très bien que les éléments de figuration qui nous renvoient de l'humain, en fait, sont très différemment posés. D'une part, ils sont très partiels, hein, donc vous avez des mains, la plupart du temps négatives, quelques mains positives, vous avez des éléments sexuels, il y a beaucoup de présentations de vulves, il y a quelques phallus, et puis il y a, ce que j'appellerais très volontiers, une quantité importante, mais quand même pas dominante du tout, loin s'en faut, d'éléments anthropomorphiques. Et là, je crois qu'il faut être, enfin en tout cas moi je serais volontiers le plus précis possible, je ne parlerai pas de figuration humaine. Alors je ne veux pas dire que ces éléments anthropomorphiques ne renvoient pas à de l'humain, mais je suis étonné, du moins en philosophe, je veux m'étonner de ce constat, que ces artistes dès l'Aurignacien, et puis ça va jusqu'à la fin du Magdalénien, sont capables, comme par exemple très célèbre grotte de Lascaux avec la période solutro-magdalénien, de représenter, disons, si on en croit Norbert Ojoula, avec leur pelage saisonnier, ou de faire un cheval renversé sans voir exactement la possibilité de figurer entièrement, avec une extraordinaire exactitude, quand il figure de l'humain, le représente d'une façon très schématique et très pauvre. Or, si on prend en compte ce constat, et qu'en outre, on intègre une périodicité, parce que sur 28 000 ans, on a évidemment une très grande richesse de culture, de l'Aurignacien au Solutréen, enfin au Gravétien, Solutréen, au Magdalénien, pour faire court, disons, on voit peut-être pas des évolutions qualitatives, ça serait, je crois, assez singulier de le penser, enfin en termes artistiques, ce serait, je crois, pas tout juste, mais il me semble qu'il y a une progression. Alors, il faut être discret et modeste quand on parle d'une progression sur 28 000 ans, mais à l'Aurignacien, par exemple, on trouve beaucoup de carnivores. On trouve encore des carnivores. Et puis, progressivement, sans que ça soit enfin, je pourrais m'objecter moi-même pas mal de contre-exemples, hein, je le précise, c'est-à-dire la prudence, le fait que je sens bien que je marche sur des œufs en disant cela, mais quand même, globalement, ça me semble tout à fait frappant. Je dirais que la tendance assez lourde est de passer de carnivores à de gros herbivores, et puis à des herbivores de moins en moins gros, ou à pouvoir figurer des herbivores plus petits qu'on figurait peu ou moins, et en même temps de voir apparaître quelques signes d'émergence, de représentation de l'humain qui sont de plus en plus spécifiés. Et de plus en plus spécifiés, alors par exemple, il y a cette étonnante dame de Brassenbouille, bon, on en a une présentation, hein, 37 mm, une ivoire de mammouth, enfin c'est une première figure
très précises avec sa coiffe. Et puis il y a des éléments encore plus précis qui tout d'un coup nous font sortir des représentations très anthropomorphiques, très générales, très floues, avec ces silhouettes trop stylisées pour qu'on puisse se dire que l'humain que nous sommes aujourd'hui est déjà engagé par cela. Par exemple, moi, il y a quelques gravées auxquelles j'accorde beaucoup d'importance tout en reconnaissant qu'elles sont inintégrables la plupart du temps. Je pense aux plaquettes gravées de la marche. Voilà, ces plaquettes gravées, il y a 3000 plaquettes gravées devant 200 figures qui ne sont pas des anthropomorphes, parce que c'est presque de la caricature d'humain, justement. Hein. C'est vraiment vous, moi, sans les lunettes, c'est tout. Mais nous nous y reconnaissons absolument. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que une progressive évolution apparaît et qui me semble aboutir à ce véritable tournant que nous n'avons pas décidé, qui est le tournant du Mésolithique. Et si je regarde l'art qui se fait au Mésolithique, ce que je perçois, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que je perçois là des représentations symboliques aussi bien pour l'animal que pour l'humain, mais avec un humain qui est passé en position de domination et dont la conséquence est la soumission à sa propre personne, aussi bien des animaux qu'il représente que de l'environnement. Et donc je me dis que là, l'art, tout d'un coup, a objectivement, malgré les artistes, ou au-delà de leur conscience première, mis en évidence lucidement un processus qui est tout à fait irréversible. C'est-à-dire que nous sommes passés, c'est ce que j'appellerais le passage d'un type de manifestation où l'humain se pensait au monde sous un mode que j'appellerais volontiers participatif dans l'ensemble du paléolithique supérieur, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est une chose assez simple sur le fond, hein. C'est-à-dire que probablement ce que montre cet art-là, c'est que l'humain, pour une raison que je ne comprends pas, mais en tout cas je la constate, ou crois pouvoir la constater, se représente lui-même, enfin, se manifeste plus exactement comme celui qui n'a pas besoin de figurer dans son extrême singularité pour se savoir présent. Et je dirais qu'à ce moment-là, il participe aux vivants en étant un vivant parmi eux. Je ne veux pas dire qu'il s'identifie à eux, parce que vous comme moi savez que lui seul peint, grave et sculpte. Mais il n'a pas besoin de se figurer dans cette différence anthropologique. Et vous voyez pourquoi il me semble qu'il y a un processus d'anthropologie négative qui se situe. Or, quand on prend l'art du paléolithique supérieur, on n'est plus du tout dans ce que j'appellerais un mode participatif, mais de ce que j'appellerais plus volontiers, quant à moi, un mode de type présentiel, parce que ce qui me frappe, c'est qu'il se pose présent au monde, central, l'organisant. Et ça, c'est ce que nos sociétés sont devenues. Nous sommes dans un mode profondément présentiel, plus du tout participatif. On peut bien vouloir se sentir très proche des animaux, de la nature, etc. Mais nous ne sommes plus simplement, et nous savons que nous ne sommes plus des vivants parmi les vivants. Voilà. Donc ça, cette fracture-là, l'art l'a montré, d'où la nécessité, je crois, pour la philosophie, de prendre très au sérieux ce qui se passe depuis le paléolithique supérieur. Merci. C'est la parole à Tim. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par donner mes remerciements encore une fois aux organisateurs de m'avoir invité ici et à vous aussi d'être venus. Je vais essayer d'être assez rapide parce que j'imagine que vous avez des questions à poser aussi. Mais c'est vraiment un très grand plaisir d'être ici, surtout en Dordogne, et je sais que mes compatriotes ont aussi apparemment énormément de plaisir de venir ici. Donc, qu'est-ce qui fait quand un Anglais vient en France, il va parler sur Darwin? Désolé, mais voilà. On m'a demandé un peu de parler sur l'évolution de la moralité et de l'altruisme, et donc je suppose qu'on pourrait imaginer que pour Darwin, on pourrait supposer naïvement que pour Darwin, l'histoire de la morale est plutôt une histoire assez cynique, assez laide, où tout le monde a une psychologie égoïste, cynique, qui est le produit de cette notion d'évolution, qui est une lutte de tout contre tous. Mais en fait, si on lit Darwin, on trouve que même pour lui, c'est entièrement le contraire.
Darwin a beaucoup traité l'évolution de la moralité dans son livre The Descent of Man, donc la descente de l'homme. Je suis désolé, Claudine, que Darwin, la descendance de l'homme, La dernière traduction, la filiation. La filiation de l'homme. Donc, pour moi, c'est The Descent of Man, pas l'humain, malheureusement. Donc, en fait, dans ce livre, Darwin est convaincu qu'il existe chez les humains une forme d'altruisme authentique, et il nous donne une histoire de l'évolution et du progrès de ce sens moral qui commence avec un altruisme qui est dirigé strictement aux membres de sa famille, qui est motivé par le sens de sympathie. Mais selon Darwin, ce sens de sympathie arrive à s'agrandir. Donc au début c'est uniquement dirigé vers les membres de la famille, mais puis sous une forme de sélection qui agit au niveau du tribut, selon Darwin. La sympathie s'agrandit au moment où d'abord pour lui c'est dirigé aussi vers tous les autres membres de son tribu. Et puis, à la fin, Darwin aussi envisage une troisième phase de ce progrès où l'altruisme, en fait, sous l'influence d'abord de la rationalité, de l'expérience, l'humain, en fait, se rend compte que ses actions ont un effet non seulement aux autres membres de son tribu, mais en fait aux membres de l'humanité en général. Et il arrive à instruire ses enfants, par exemple, il arrive à former les règlements de comportement qu'il peut aussi diffuser à travers la société. Et donc, pour Darwin, on arrive au début à ce moment où on a une moralité, un altruisme qui dépasse uniquement la famille, puis le tribu, et puis l'espèce entière. Et Darwin est en fait convaincu que dans l'avenir, on va trouver que l'altruisme peut même arriver aux autres espèces, donc aux animaux par exemple. Et donc je vais essayer de vous convaincre que en fait, c'est non seulement de l'intérêt historique de comprendre qu'en fait Darwin n'était pas un darwinien. Donc, Darwin ne pensait pas que la sélection agissait uniquement au niveau de l'individu. Darwin n'était pas ce cynique. En fait, il avait aussi une image de l'évolution qui était très progressif, qui pourrait nous fournir avec un sens moral vrai, authentique. Donc, ce n'est pas uniquement une question historique. Je pense que aussi on voit qu'il y a plusieurs leçons qu'on peut apprendre de Darwin pour l'évolution contemporaine aussi. Donc, par exemple, les évolutionnistes modernes sont aussi entièrement convaincus que l'altruisme est un phénomène, l'altruisme psychologique est un vrai phénomène authentique, qu'on n'est pas tous à fond égoïste. Il faut dire aussi que pour Darwin, la culture, l'enseignement est très important. C'est parmi surtout chez les humains, c'est parmi les moteurs de changement, ce que lui, il appellerait les changements évolutifs. Et on se rend compte maintenant que nous aussi, que la culture, que l'enseignement, que l'influence sociale est aussi un des très importants moteurs de l'évolution, surtout dans notre espèce, mais dans d'autres espèces aussi, qui ont la capacité d'apprendre. Et donc, en gros, pour Darwin et pour nous, je pense, l'évolution, ce n'est pas quelque chose qui est fini, et c'est non plus quelque chose qui se concerne uniquement des gènes. L'évolution de notre espèce, c'est vraiment quelque chose qui est toujours, c'est un processus qui continue toujours et qui continue à travers la culture et la société. Je vous remercie. On passe maintenant la parole à Daniel. Bonsoir, vous devez être, à mon avis, saturé.
faites semblant. Si, au lieu de parler de définition de l'humanité, on avait dit on va faire un colloque sur la définition de la chaise, prenons un cas plus simple. Alors, on a la première idée, c'est on va chercher les conditions nécessaires et suffisantes pour que quelque chose soit une chaise. Alors, ce que les philosophes ont découvert, parce que d'abord avec Wittgenstein, c'est qu'il n'y a pas un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes telles que un objet X est une chaise si et seulement si il vérifie cet ensemble de conditions. Alors, si ce n'est pas possible pour une chaise, ça paraît encore plus problématique pour l'humanité, l'humain. Alors, il y a une autre voie qui peut s'ouvrir. On peut se dire, par exemple, à partir de quand est-ce que la forme chaise, ustensile chaise, est apparue? Alors, le premier Lilith, ou je ne sais qui s'est assis sur un bloc de rocher à peu près à sa taille, n'a pas pour autant créé la chaise. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on peut vraiment parler de chaise? C'est-à-dire de la fabriquer, etc. Bon. Mais on voit aussi qu'il y a quelque chose d'un peu arbitraire. On peut dire, bon, c'est à partir du moment où il a simplement déplacé le rocher, c'est peut-être un petit peu rudimentaire, ou à partir du moment où il a assemblé deux éléments pour que ça fasse une chaise, etc. Il y a un côté un petit peu arbitraire. Alors, ça semble un peu bloqué pour la chaise, et donc, évidemment, à fortiori pour l'humanité, qui est quand même beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile que la chaise. Alors, il y a quand même une voie qui est donc abondamment explorée, qui a d'ailleurs été explorée par de différents côtés par mes éminents collègues, et qui est une voie double. D'abord, au lieu de conditions nécessaires et suffisantes, on va se demander s'il n'y a pas un ensemble de propriétés qui ne sont pas vraiment toutes absolument nécessaires, ni absolument suffisantes, qui forment une espèce de grappe de choses qui vont ensemble. Alors là, on se sent déjà un peu plus à l'aise parce que oui, l'humain a la fonction symbolique, le langage, il fait des verbes taillés de plus en plus belles, etc. Et donc on se dit, oui, là, il y a une sorte de convergence, il y a un certain nombre de traits qui vont ensemble, et plus ce portrait, ce tableau s'enrichit, plus on a l'impression de voir la forme de l'humain se dessiner. Maintenant, il y a une autre manière dont on peut voir la forme de l'humain se dessiner, et c'est l'autre sens de définition. Définition au sens de la photographie. C'est mieux défini, ça devient de plus en plus clair et détaché, alors qu'au début, c'était flou. Et c'est là qu'intervient le point de vue évolutionnaire dont vient parler à l'instant Tim. C'est que cette idée que l'être humain est progressivement façonné, défini, mais par exemple, les pierres taillées et définies progressivement devient un outil de mieux en mieux défini à mesure qu'on enlève des copeaux ici et là. De la même manière, l'idée c'est que, en gros, l'évolution, la sélection naturelle a peu à peu défini l'humain. Alors maintenant, si on met les deux choses ensemble, on obtient un outil intellectuel d'une très grande force. Et c'est ce qu'avait rapidement évoqué Étienne Batenet au début de sa présentation générale en disant, vous savez, les philosophes, maintenant, ils peuvent mouliner sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Et ce beaucoup plus puissant, c'est ça. C'est l'idée qu'on peut mettre dans un double mouvement ses capacités, ses fonctions, ses propriétés, par exemple la flexibilité, la capacité de se projeter en avant, en arrière dans le temps, toutes ces choses dont on a parlé tout à l'heure. Tout cela est le produit de l'évolution, si bien que, d'une part, on arrive à préciser ces différentes fonctions. Par exemple, le langage, le langage, ça fait beaucoup de choses. Quelle est la fonction? Est-ce qu'il y a une fonction précise du langage? Pour répondre à cette question, il faut voir comment le langage a résulté, de quel processus évolutif le langage a résulté. Et inversement, évidemment, on a quand même une idée d'un certain nombre de fonctions du langage. Faire des amis, comme pense Jean-Louis Dessalles, ici dans la salle, qui nous a exposé ça, qu'on a exposé passionnant hier, ou bien communiquer, c'est peut-être pas une bonne idée, ou bien d'autres choses encore.
Bon, encore une fois, on a quelques idées sur ce à quoi sert le langage et on peut se demander à quelle pression, quel avantage sélectif le langage donne par rapport à d'autres espèces. Donc ça, c'est le schéma très général, et comme je veux surtout pas vous lasser, vous donner la parole que l'on vous donne la parole le plus vite possible, je vais vous dire que pour commencer à faire tourner la machine, il est bon de partir d'un certain nombre d'étonnements. Alors des étonnements, il y en a eu tout au long de cette soirée, on a parlé de différents étonnements. Je vais vous parler de cas énigmes classiques, en quelque sorte, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est une question de cours en quelque sorte, mais ça me paraît une bonne idée de partir de ces 4 énigmes. Certaines ont été déjà évoquées. La première énigme, personne n'en a parlé, mais c'est le succès extraordinaire de l'espèce humaine. En très peu de temps, l'espèce humaine a complètement dominé le monde vivant et la nature. On peut s'en lamenter éventuellement, mais c'est un fait. Première énigme. Deuxième énigme, ce qu'on appelle parfois les grandes divergences. Il y a 2 grandes divergences. La première, c'est entre les panines, c'est-à-dire les chimpanzés, les bonobos, et puis les hominines. Comment ça se fait alors que génétiquement ils sont presque indiscernables? Comment se fait-il que leur destinée a été si différente? Ça, c'est donc la première grande divergence. La deuxième grande divergence, on a parlé à l'instant de l'homme anatomiquement moderne. Alors là, je ne sais pas si, moi je ne suis pas plus scientifique, enfin je n'ai pas de connaissances scientifiques de première main, mais je crois que Philippe exagère en parlant de 40 000 ans. Moi, je pensais que c'était au moins 100 000, ça remonte peut-être encore plus loin. Mais peu importe, en tout cas, entre l'apparition de l'homme moderne et l'homme, on pourrait dire comportementalement moderne, c'est-à-dire celui ou celle qui fait à peu près ce dont nous sommes capables de faire aujourd'hui, il s'est passé plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est très étonnant. C'est une énigme, puisque à gène constant, il devrait y avoir, à génome constant, il devrait y avoir à peu près les mêmes productions, selon une image certainement primitive qu'il faut dépasser, mais ça constitue une énigme sur laquelle on travaille, sur laquelle on avance. La troisième énigme, c'est évidemment la culture, et peut-être, comme l'a suggéré évidemment Claudine, liée à une partie de la solution de la deuxième divergence dont je parlais à l'instant, mais la culture est elle-même un mystère, quelque chose qui doit être expliqué, c'est pas simplement quelque chose qui explique, c'est aussi quelque chose qui doit être expliqué. La culture, son extraordinaire développement chez nous, et son extraordinaire variété également. Ça, c'est un ensemble de problèmes. La quatrième énigme, on en a beaucoup parlé, surtout Tim à l'instant, a parlé de cette orientation authentiquement altruiste, cette tendance profonde à la coopération, ce que j'ai appelé dans un résumé récent la sursocialité. On n'est pas simplement sociaux, comme le rappelait Claudine, on est sur-socialisé. Comme disent les Anglais, we go out of our way. On fait vraiment des efforts particuliers pour aider autrui. L'autre jour, sur un quai, j'ai vu une pauvre dame qui avait beaucoup de mal à avancer parce qu'elle s'était fait opérer de la hanche, ça faisait très mal. Et puis j'ai vu un monsieur qui l'a déplacé parce qu'il était pressé d'attraper sa place de première dans le TGV. Et puis j'ai vu le remords. Il est revenu en arrière, alors que le TGV est sur le point de partir. Il s'est donné un mal tout à coup pour cette âme sans espoir de retour. Ça lui est venu comme ça. Il a dit, je ne peux pas la laisser comme ça, se traîner avec son énorme valise et sa hanche va l'opérer. Donc il y a cette sursociété. Alors, pour maintenant me faire dans 30 secondes, il y a donc cette hypothèse que ces différentes énigmes qui sont loin d'être entièrement résolues, vous en doutez, c'est un programme de travail. Ces énigmes, une clé pour avancer, c'est l'idée qu'au lieu de considérer, comme c'est classiquement le cas, et Claudine a rappelé aussi ça, c'est que nous sommes une espèce sociale, mais on est une espèce sociale très différemment d'autres espèces sociales, on est loin d'être la seule espèce sociale, on l'est d'une manière très différente. Et pour comprendre comment on l'est, il faut comprendre que ça n'est pas que d'abord on nous a donné la nature ou la sélection naturelle, nous a donné
un cerveau, et donc un esprit, l'ensemble des capacités cognitives ayant une certaine forme, et ensuite on s'est dit, bah tiens, ce serait une bonne idée de faire une société. C'est dans un processus de coévolution de notre génome, et si vous voulez, de notre cerveau, de la constitution fondamentale de notre cerveau, et de la société. C'est-à-dire que notre cerveau a évolué de manière à répondre d'emblée à un certain nombre d'exigences sociales. Nous sommes d'emblée des êtres sociaux, et en même temps la société a contribué à sélectionner parmi les variantes possibles les individus qui sont le plus aptes à socialiser et à développer des formes sociales complexes. Donc avec cette idée de ce qu'on appelle le cerveau social, encore une fois l'idée d'une coévolution du cerveau et de la société, il y a un programme de recherche que j'ai eu le temps de décrire ici, qui nous permet de progresser dans ce programme de travail, dans la résolution de ces énigmes. Et dernière chose, et ensuite je me tais, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la question des définitions de l'humain? Alors, pour la plupart d'entre vous ici, c'est idiot, on s'y intéresse parce que c'est mystérieux, c'est énigmatique, c'est excitant, c'est pas par hasard, on est émerveillé par la visite des l'homme. Mais imaginez, je ne sais quel adolescent de mauvaise humeur qui dit qu'il n'en a rien à cirer. Alors je lui dirais à cet adolescent, c'est important aussi à l'heure où aujourd'hui nous parlons de transhumanisme, d'humanité augmentée, etc. C'est le problème de l'humanité augmentée, c'est de savoir, mais attendez, jusqu'à quel point est-ce qu'on a le droit d'augmenter l'humanité? Est-ce que c'est tabou d'augmenter? Est-ce que c'est dangereux d'augmenter l'humanité? Et à ce moment-là, on a besoin d'avoir des idées plus précises sur ce qu'on entend justement par ce qu'il faut entendre par l'humanité. Quelle est finalement l'essence de l'humain, l'essentiel de l'humain, le cœur de l'humain. Je vous remercie. C'est une question pour mon collègue Jacques, qui a parlé donc de la conceptualisation de l'outil, de cette manière d'imaginer dans sa tête ce que nous on appelle les chaînes opératoires. Mais il y a quelque chose qui, moi, me questionne toujours par rapport aux premières industries. Je n'ai pas posé la question à Pierre-Jean, d'ailleurs, quand il a fouillé là-bas, mais il y a la question de la géographie qui m'importe. La géographie mentale aussi. Comment on se représente les ressources, à quel endroit, est-ce qu'il y a eu des déplacements pour aller chercher une ressource particulière qu'on sait être meilleure qu'une autre pour fabriquer l'outil, par exemple. C'est-à-dire cette représentation, on sait par exemple que les singes, si on leur met plein d'éléments pour répondre à leurs besoins autour d'eux, ils vont pouvoir les saisir, mais ils ne sont peut-être pas capables de se déplacer, d'aller chercher très loin, ou etc., de mettre en relation, disons, à la fois l'espace, le temps, enfin toutes ces notions-là. Est-ce qu'on a trouvé, par exemple, dans ces premières industries, des industries qui avaient été déplacées, qu'on avait été chercher ailleurs que l'endroit où on les a taillées, de manière à les transformer? Ça veut dire là qu'il y a un autre niveau encore supérieur de la représentation mentale, je dirais, parce que la géographie aussi rentre dedans, et pas seulement le savoir-faire technique. Ouais, alors ça c'est une bonne question. C'est une bonne question, et justement la thèse de Sonia Armand, la même Sonia Armand, y a travaillé, puisqu'elle a fait une approche régionale avec un inventaire des matériaux disponibles pour voir comment ils étaient distribués après dans les sites. Et alors dans les périodes les plus anciennes, on a déjà des déplacements de quelques kilomètres. C'est pas trop difficile à imaginer, parce que de toute façon, c'était des gens qui devaient... c'est des collecteurs. Ils ne vont pas s'asseoir à un endroit et y rester. Maintenant, il n'est pas trop étonnant que l'homme ait fait preuve, dès le début, les hommes anciens, les australopithèques même, ou les habilis, aient fait preuve d'un bon, ce qu'on appelle en anglais mental mapping, une carte mentale, une cartographie mentale, parce qu'en fait, les animaux en disposent déjà. Et notamment les chimpanzés, il a été montré dans des études in vivo que d'une saison sur l'autre, ils pouvaient se souvenir dans quel secteur ils avaient laissé les enclumes pour les récupérer, dans quel secteur il y avait des arbres qui donnaient des noix à telle saison. Apparemment, ils ont une carte mentale, et même avec une dimension de saisonnalité. Ce qui finalement n'est pas étonnant, pas non plus totalement étonnant. Bon, c'est formidable d'un point de vue biologique. Il va rester à l'expliquer biologiquement comment
une telle information peut être stockée, peut être mémorisée. Hein. Mais finalement, il y a vraiment eu des pressions sélectives là-dessus, qui ne soient pas paumés d'une saison sur l'autre, qui ne soient pas en permanence perdus dans leur territoire. En fait, ils savent où ils sont. Voilà. Donc en fait, c'est une capacité qui trouve ses racines dans le monde humain. Cette question de Serge à Jacques pourrait être posée aussi dans un autre domaine à Dolly Cohen au sujet de la répartition des tâches entre hommes et femmes. Il y a aussi la géographie qui joue, parce que pour la femme, il y a la maternité qui est importante et qui fait, et on l'a observé, j'ai pu le voir moi, chez Atapascan, par exemple, au nord du Yukon, le déplacement des femmes ne pouvait pas se faire au-delà de la journée. Pour la chasse, c'est donc une petite chasse des petits animaux qui sont autour du campement, alors que les hommes pouvaient aller plus loin. Il arrivait que certaines femmes rejoignent les hommes à un moment donné avec une vision sur le campement pour aller chercher la nourriture chassée, pour la conserver, pour la mettre dans les caches ou pour la conserver. Mais ce déplacement des femmes est lié certainement à ce problème, et cette répartition des tâches dans la chasse et la collecte est liée certainement au fait que la femme est obligatoirement liée à ses obligations de maternité. Bon, il y a peut-être il y a des choses sans doute juste dans cette affaire de chasse et dans l'idée que le déplacement devait être relativement limité, mais on peut apporter des nuances à cette idée. Dans le fait que chez les chasseurs-cueilleurs, alors je me réfère là aux études qui ont été faites sur des chasseurs-cueilleurs d'Afrique, enfin les Bushmen par exemple, actuels, les femmes s'efforcent d'espacer les naissances. C'est-à-dire qu'elles s'arrangent pour ne pas avoir une abondante progéniture comme on le représentait au XIXe siècle, hein, ces femmes préhistoriques assises avec plein d'enfants autour d'elles. En général, elles s'arrangent pour en avoir un tous les 4 ans, de façon à ne pas être encombrées dans les déplacements. Et évidemment, les femmes portent beaucoup plus que les hommes. Elles portent, par exemple, comme ce sont des nomades, elles portent tous les fardeaux de la maison, les choses matérielles, et elles portent les enfants. Et donc, on sait qu'il y a des techniques d'espacement de naissance, de contraception qui sont à l'œuvre. Par exemple, l'aménorrhée de lactation, le fait d'allaiter longtemps l'enfant de manière à ce que l'ovulation ne se produise pas. En général, ça marche, ça peut ne pas marcher, en général, ça marche. Et ainsi, arriver à avoir un enfant à peu près tous les 3-4 ans. Quand l'enfant peut être plus ou moins autonome, là, la mère a un nouvel enfant. Donc on a observé ce genre de pratique chez les chasseurs-cueilleurs actuels, et il n'est pas impossible qu'elles aient déjà été expérimentées et mises en pratique chez les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Et puis il y a, évidemment, alors c'est un peu difficile à dire, mais il y a aussi des infanticides. C'est-à-dire qu'il y a aussi les femmes dans ces sociétés ont le pouvoir de vie et de mort sur les enfants pendant les tout premiers jours de leur vie. Et si par exemple ce sont des enfants trop malades pour survivre et pour ne pas être dépendants, pour ne pas être dépendants, si ce sont des jumeaux par exemple, s'il y a trop d'enfants, elles ont ce pouvoir-là qui se met en pratique parfois. Donc, je ne dis pas que c'est une règle commune, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, je crois qu'il faut peut-être dépasser l'idée de la femme au foyer, entourée d'enfants. Peut-être qu'il y a d'autres modalités du rapport de la femme. Je peux me permettre de compléter, il y a aussi le phénomène fondamental de l'alloparentalité, qui est tellement important que pour Sarah Verdier, par exemple, c'est le driver, c'est ça qui nous a donné notre humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Donc l'alloparentalité permet justement de répartir la charge des enfants sur plus que la mère ou les parents biologiques. Je peux compléter ça, oui. Il y a la fameuse les grands-mères. Hein. Le fait que dans l'humanité, c'est une des seules espèces, depuis la parmi les primates, c'est la seule espèce qui survit à la ménopause. Et le fait qu'il y ait des grands-mères a pu être un élément très important justement dans l'organisation des groupes sociaux et dans le fait de laisser les femmes plus jeunes vaquer à d'autres tâches. Oui.
Alors, l'espèce humaine se caractérise notamment par une extraordinaire homogénéité génétique, beaucoup plus que les espèces animales qui ont beaucoup moins de représentants actuellement, mais beaucoup diversifiées. En revanche, elle a une hétérogénéité énorme pour le comportement. Et on peut se demander si cette dissociation entre le commandement génétique et le comportement ne présente pas des inconvénients tels que l'espèce humaine a dû remplacer les instincts affaiblis et se créer des règles par les formes culturelles, notamment religieuses ou spirituelles, afin d'éviter les aberrations comportementales qui pourraient être nuisibles pour l'espèce dans son ensemble. Oui, donc ça marche. Oui, je suis plus ou moins d'accord. En fait, évidemment, le cerveau est un organe très plastique, donc ça explique très vite comment ça arrive que l'humain est si divers dans son comportement. Et évidemment, nous pouvons construire les abris, par exemple, de plusieurs styles différents qui sont chacun adaptés à l'environnement où on se trouve. Et donc, par cette manière-là, par cette manière culturelle, qui a quelque chose, évidemment, à voir avec la génétique, mais plutôt peu dans ce cas-là. C'est comme ça qu'on arrive à s'adapter aux plusieurs environnements différents. Pour compléter, alors exactement, ça marche, oui. En sorte que comme Kim Sterelny vient d'arriver, Kim Sterelny nous explique très bien que ce qui ne marche pas, c'est l'idée du reflet général du génome sur la culture. Manifestement, il y a un génome, comme vous le dites justement, avec très peu de variations et une grande variété de cultures. En revanche, votre façon de présenter les choses me paraît être à l'envers. Vous dites qu'il y a des comportements très différents, donc on va fabriquer des cultures ou des systèmes de croyances divins. C'est l'inverse. C'est-à-dire que sous l'effet à la fois du double héritage génétique et culturel, la culture évolue par ce dont parlait-il tout à l'heure, l'influence des parents, l'influence des pères, la sélection biaisée, etc., qui nous oriente vers des directions différentes. Peu à peu, la culture, dans certaines conditions, évolue de manière extrêmement différenciée selon les sous-populations. Ces cultures, évidemment, imposent des normes différentes et donc donnent des spectres de comportements possibles et admissibles très différents. Donc, c'est ce que vous dites, mais je renverserai un petit peu l'ordre causal. Je vais juste parler dans ce sens, parce que quand même, vous venez de formuler un scénario qui est peut-être aussi vieux que la philosophie, qui est le scénario prométhéen. C'est cette idée que Épiméthée donne toutes les qualités aux oiseaux, aux êtres, etc. Puis il a oublié l'homme, et l'homme est naturellement déficient, parce qu'il n'a rien pour lui. Et donc, qu'est-ce qui va prendre qu'est-ce qui va être le complément de ce manque naturel? Ça va être, d'une certaine manière, l'art politique et la technique. Donc les institutions, pour le dire très vite, à la fois technique et politique. Ça, c'est un scénario qui a une vie très très longue et qui rebondit au XXe siècle avec des anthropologues qu'on aurait voulu mettre à l'honneur dans notre colloque, finalement on l'a pas fait, donc j'en dis juste un mot. Une anthropologie philosophique en Allemagne dans les années 20 et 30, qu'on redécouvre depuis une dizaine d'années, et qui met exactement ce que vous dites au centre, c'est-à-dire l'idée d'un manque naturel. Et ce manque naturel est suppléé par une espèce de corset culturel, de corset d'institutions, de règles qui vont réguler le comportement là où la nature ne le fait plus. Donc ça a été extrêmement important, ce schéma, ce scénario-là, qui a réactivé, si vous voulez, une espèce de vieux scénario platonicien de l'homme, la nature n'y est plus, l'homme est un être lacunaire, vacant, et donc c'est la culture, les institutions, les règles qui viennent réguler son comportement. Donc c'est un scénario passionnant, évidemment, mais vous voyez, qui revient souvent sous différentes formes. Non, je voulais dire deux choses par rapport à ça. D'une part, il ne faut pas être trop finaliste parce que on essaie toujours d'expliquer, mais en fait, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, comme la couleur des yeux, c'est-à-dire qu'il y a des dérives. Et ensuite, je proposerais de façon un petit peu différente
de voir d'abord la différenciation, l'indifférenciation, la perte de différenciation de l'espèce humaine, également visible dans les caractères physiques, d'accord, comme en fait autorisée par une autre faculté supérieure qui sont en fait des facultés cognitives. C'est parce que nous sommes capables de survivre grâce à notre intelligence, grâce à notre capacité de coopération positive, grâce aux soins que nous pouvons apporter à l'enfant, etc., que nous avons pu nous défaire de qualités physiques particulières sur lesquelles reposent d'autres espèces qui ont chacune leur spécialité. Plus de dernières questions? Eh bien, je vous dis. Comment? Serge, la dernière. Oui, dans cette évolution quand même des sociétés et des cultures, moi il y a quelque chose qui me questionne, c'est effectivement, est-ce que c'est pas dû au départ des petits groupes que l'on sait par rapprochement avec des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs qui sont animistes, qui vivent dans le cercle. Je crois que ça a été abordé tout à l'heure par vous, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que l'homme fait partie de l'ensemble des éléments constitutifs du monde, de la cosmogonie. Il n'est pas plus que l'animal, il n'est pas plus que la plante, il fait partie, et c'est le dialogue et le partage avec ces ensembles-là qui créent l'équilibre du monde. Et je me demande si ce n'est pas l'augmentation des groupes sociaux qui ne pouvaient plus fonctionner de cette façon-là, qui a fait qu'on est passé de l'animisme à un polythéisme et après à un monothéisme, parce qu'on avait besoin de hiérarchie, on avait besoin de dominer, on avait besoin d'abord de dominer les animaux, de dominer les plantes, on les a cultivés, on a enfermé les animaux dans les parcs, etc. Et donc on a pris une autre position, notre humanité a eu une autre position que celle que pouvaient occuper peut-être nos ancêtres. Et l'intérêt de la réflexion qui est menée là, pour moi, c'est de revenir à notre humanité. D'où vient notre humanité? Quelle est notre humanité? Et dans ce départ, je dirais, de dialogue avec la nature et de partage avec la nature, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est fort dans notre réflexion d'aujourd'hui par rapport à notre situation d'humain dans le monde d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a là, je pense, de matière à réflexion pour nous. Nous sommes d'accord avec vous.